Agression rwandaise, l'armée congolaise est passée à l'offensive à Nyiragongo, au Nord Kivu. Sa force aérienne a engagé ses 2 avions de chasse Sukhoi 25 contre les positions stratégiques du M23. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC n'est pas en reste à la conférence sur les climats. En Égypte, plusieurs membres de l'Est African Community ont pris part ce lundi à une réunion consultative contestée. La COP 27 en Égypte se poursuit, mais le respect des engagements non tenus de pays pollueurs en vue de limiter les réchauffements climatiques et leur financement des dégâts causés par ces bouleversements en Afrique reste la majeure préoccupation. Nouvelle journée sur Télé 50, bienvenue à tous. La force aérienne de la RDC a engagé ce jour ces 2 avions de chasse Sukhoi 25 contre les positions stratégiques du M23 à Nyiragongo dans le Nord Kivu. Selon les sources militaires, ce sont des positions ciblées, loin donc des zones habitées, nous renseigne la société civile locale. L'insécurité dans l'est du pays était aussi évoquée à la conférence sur les climats en Égypte. Évariste Ndaï Chimié, président d'exercice de l'Est African Community, a dirigé lundi une réunion consultative sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État de la communauté membre présente à Sharm el-Sheikh dans le cadre de cette COP 27. Et pendant ce temps, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est sorti de son silence pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise contre la RDC. Dans une interview, il exhorte la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en exigeant au Rwanda le retrait sans délai de ses troupes agissant via le mouvement du 23 mars. Après l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi à la mobilisation générale pour faire face aux agresseurs de la République démocratique du Congo, le président du LGD, candidat aux élections présidentielles de 2023, n'est pas resté indifférent aux souffrances que subissent la population de l'Est du pays. Il en appelle toutes tendances confondues à se mobiliser derrière le FARDC et le commandant suprême, tout en assumant son statut d'opposant. Si moi, M. Matata, par souci de patriotisme, par souci d'efficacité de notre armée, si je soutiens l'armée, mais je ne peux pas ne pas soutenir le commandant suprême. Quelles que soient les divergences de vues, quelles que soient les divergences d'idéologie, si vous soutenez une armée, vous devez absolument soutenir le commandant suprême qui dicte les instructions à cette armée. Je dois vous réaffirmer que mon parti, le LGD, ainsi que moi-même, qui suis le président, nous demeurons dans l'opposition. Mais il faut faire la part des choses. Ici, nous sommes dans une situation qui met la nation en danger. Dans le monde entier, on a vu, lorsque les nations sont en danger, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Matata Ponyo reste disponible à apporter son expertise en tant qu'ancien Premier ministre pour bouter hors les ennemis du peuple congolais. Sous la tutelle du président de la République de l'époque, le président Kabila, nous avons pris des dispositions pour améliorer la gestion de nos troupes qui étaient sur place, et nous avons aussi pris des dispositions pour améliorer les commandements et donc le leadership. La conséquence, c'est que les troupes qui étaient au front étaient plus efficaces qu'avant, et avec l'appui en arrière des forces de la MONUSCO, ce sont les forces armées congolaises qui ont bouté dehors le M23. Les sénateurs Matata Ponyo condamnent l'inaction de la communauté internationale dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le mouvement du 23 mars. Et de son côté, le parti d'Adolphe Muzitu intensifie la mobilisation de la population pour sa manifestation de soutien au FARDC. Nouvel élan de Muzitu se dit favorable à l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda après celui du Rwanda. On en parle justement avec Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan. Bonjour, dites-nous pourquoi demandez-vous l'expulsion de l'ambassadeur ougandais à RDC et au président de l'Assemblée nationale de dénoncer les députés qui sont des mèches avec les groupes armés. Comme vous le savez, le parti Nouvel Élan est un parti avant-gardiste et par rapport à ça, nous ne pouvons jamais comploter avec tous ceux qui cherchent
à nous faire coûter le prix de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, mais aussi de nous faire perdre les limites de nos frontières telles que nous ont légué nos pères fondateurs. Voilà pourquoi nous dénonçons la complicité de l'Ouganda, parce que l'Ouganda, il est clairement établi qu'il est aux côtés de M23 de la même façon que le Rwanda pour nous agresser. Il suffit de voir la position de Bunagana aujourd'hui. Les agresseurs ou les occupants du M23 qui occupent cette cité ont bel et bien reçu les soutiens de l'armée ougandaise. Voilà pourquoi nous considérons que cette duplicité ne peut pas nous aider pour gagner cette guerre, d'où l'exigence de l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur de ces pays sur le sol congolais. Mais nous en appelons aussi au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, puisque chaque fois il revient sur les personnalités qui travaillent de mèche avec les agresseurs, avec le M23. Mais aujourd'hui nous disons, puisque on a suivi la position de M. Félix Tshilombo, que la diplomatie ne nous a pas servi, maintenant il faut prendre le courage de dire clairement, comme nous au Nouvel Élan nous les disons, qu'il faut faire la guerre, d'où la nécessité de dénoncer aussi toutes ces personnes infiltrées qui travaillent avec les agresseurs, et au-delà de ça, il faut même sanctionner ceux qui bouffent l'argent destiné à l'accompagnement de nos militaires pour nous permettre effectivement de gagner cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda au travers le M23. Blanchard Mungumba, merci. Autre chose, plus de 200 agents et cadres de la CENI sont prêts à être déployés sur toute l'étendue de la République. La formation du niveau 1 sur l'opération de la révision du fichier électoral s'est clôturée ce lundi sous la supervision du rapporteur adjoint Paul Muindo. Pendant 7 jours, les agents et cadres de la centrale électorale ont été outillés sur toutes les étapes de cette opération. Sous la supervision du rapporteur adjoint, 275 agents et cadres de la CENI ont été outillés pendant une semaine sur toutes les étapes de l'opération de révision du fichier électoral. Ils sont donc prêts à prendre en charge le niveau 2 de la formation qui va se dérouler dans les différents secrétariats exécutifs provinciaux sur toute l'étendue de la République. Intervenant au nom du président Denis Kadima, le deuxième vice-président Didi Manara a rappelé à l'assistance l'objectif principal poursuivi par la CENI. Le deuxième vice-président de la CENI a saisi également à cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes au processus. Il a invité toutes les parties prenantes au processus électoral à sensibiliser davantage la population aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui pointent déjà à l'horizon. Nous saluons pratiquement ce principe de subsidiarité des compétences opérationnelle que se dote la CENI en organisant de manière pyramidale toutes ces formations du sommet à la base. En sa qualité de superviseur de la formation, Paul Muindo a loué l'assiduité des participants durant la formation. Toutes ces matières vues durant les 7 jours étaient sanctionnées par des examens qui étaient catégorifiés à 3 types. On avait les examens du type pratique, nous avions les examens ou les tests du type théorique, on avait également des examens du type d'animation. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national a exprimé sa reconnaissance aux membres du bureau et de la plénière de la CENI pour avoir mis en œuvre pour la réussite de ce niveau 1 de formation avant de congratuler les participants selon leur catégorie, les facilitateurs procéduriers, les facilitateurs informaticiens, les superviseurs techniciens, les superviseurs techniques et les cadres du cabinet. Santé sexuelle et reproductive, les organisations communautaires des personnes vivant avec handicap et les mentors de soins complets d'avortement centrés sur la femme ont sensibilisé ce lundi sur l'adaptation du modèle d'offre des services à s'approprier par rapport à la situation des personnes vivant avec handicap. C'est sur initiative de la communauté des spécialistes en planification familiale en RDC-MC que les membres des organisations communautaires des personnes en situation de handicap et les mentors en soins complets d'avortement centrés sur la femme ont été outillés ce lundi 7 novembre 2022 sur l'intégration des personnes
en situation de handicap quant à l'administration des soins en rapport avec leur santé sexuelle et reproductive. Pour l'organisation internationale AIPAS, qui a appuyé cet atelier d'un jour, il s'agit de créer l'équité et l'inclusion pour ces personnes. Les modèles d'offres actuels ne prennent pas en compte leurs besoins spécifiques. L'atelier qui est en train d'avoir lieu, c'est un atelier d'abord de diagnostic, d'évaluation de quelle est notre approche d'offre de services. Est-ce que nous considérons ces aspects d'inclusion du handicap ou pas? Et si c'est là, quand le diagnostic sera fait. Pour Amali Kebedo, qui a facilité cette formation, arriver à contourner les obstacles passe nécessairement par la sensibilisation. Je pense que ce qui est très important, même si ça peut être un peu dur parfois pour une personne qui est en situation de handicap, c'est de vraiment sensibiliser la communauté, les prestataires de services en ce qui concerne tous les obstacles qu'ils font face et qu'est-ce que les prestataires de services, par exemple, ou les ONG ou même le gouvernement puissent faire pour pouvoir améliorer l'accessibilité et l'inclusion en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. La visite du centre d'excellence de Makala et celui en construction de la maternité de Kintambo a permis d'évaluer l'accessibilité des personnes vivant avec handicap aux services souhaités. Près de 200 pays du monde sont représentés aux assises de la 27e conférence de l'ONU sur le climat qui se tiennent à Sharm el-Sheikh en Égypte en ce moment. La principale préoccupation demeure le respect des engagements non tenus des pays pollueurs en vue de limiter les réchauffements climatiques et leur financement des dégâts causés par ces bouleversements en Afrique et en Amazonie. Les forêts d'Afrique et de l'Amazonie constituent le poumon de la planète Terre grâce à leurs innombrables ressources naturelles. Mais les continents africains continuent de payer le lourd tribut au réchauffement climatique pour ne plus subir seuls les conséquences liées au dérèglement climatique. Après Marrakech en 2016, pendant cette COP africaine en Égypte, les pays du Sud et en particulier ceux du continent ont l'occasion de réclamer haut et fort des dédommagements financiers pour limiter la sécheresse ainsi que d'inondations et contribuer ainsi au développement socio-économique des populations locales protectrices des forêts, notamment le bassin du Congo. La République démocratique du Congo, qui participe à ces travaux, espère qu'à l'issue des pourparlers de cette COP27, des solutions favorables seront trouvées à cette question du fond vert, à en croire Raphaël Chimanga, expert sur l'évolution du climat en Afrique centrale, présent également lors de ces assises. Il est important qu'il y ait de compensation pour ces populations, pour ces efforts-là au niveau local. La RDC est venue avec ses négociateurs pour voir comment est-ce qu'on peut arracher quelque chose pour contribuer à la sauvegarde, bien entendu, de ces forêts, mais aussi contribuer au développement socio-économique, au bien-être des populations qui vivent sur ces terroirs. À la fin de la COP, nous aurons des résultats tangibles que nous pourrons communiquer pour le suivi. Nous pouvons dire que la RDC avec son agenda qu'elle a placé des RDC Pays Solutions, c'est que la RDC est sur une bonne voie et que nous sommes en train de nous battre pour avoir gain de cause. Rappelons que les pays du Nord, reconnus comme grands pollueurs de la planète, n'arrivent toujours pas à tenir leurs promesses faites à Copenhague lors de la COP 15 en 2009, celle de compenser les pays du Sud moins pollueurs avec une enveloppe de 100 millions de dollars américains chaque année. Pour ne pas être le dindon de la farce, certains observateurs estiment que la République démocratique du Congo devrait continuer à utiliser ses forêts et d'autres ressources naturelles pour l'amélioration des conditions sociales de la population. Et dans le monde, plusieurs duels s'annoncent décisifs au scrutin des mi-mandats de ce jour aux États-Unis, entre la mise en lumière du paysage politique américain jusqu'au présidentiel de 2024 et l'éventuelle perte de la majorité pour les camps Biden. Abordons les enjeux de ces mi-mandats dans ce récit de Benjamin Moudiata. C'est une journée importante aux États-Unis. Joe Biden est en mi-mandat. Les Américains votent donc en vue de renouveler le Congrès. Des élections prises naturellement pour sanction pour le président en exercice. D'après plusieurs sondages, la Chambre de représentants risque d'être intégralement renouvelée, chose qui le ferait rebasculer vers la droite républicaine.
un danger qui guette les démocrates. Un tiers de sièges du Sénat doit être renouvelé. Les résultats se présagent extrêmement serrés. Il pourrait se jouer à un siège près. Il faudrait peut-être attendre plusieurs jours pour connaître les résultats. Les conséquences majeures envisageables sont d'un côté, selon l'ampleur de la droite républicaine, des conséquences géopolitiques, notamment sur la guerre en Ukraine, et de l'autre, selon l'ampleur des candidats trumpistes. S'ils réussissaient particulièrement bien, cela ouvrirait de portes grandement ouvertes au retour de Donald Trump en 2024. Pour que notre pays soit prospère, sûr et glorieux, je vais probablement devoir recommencer. Retour au pays pour parler sport après le scandale des pédophilies qui a éclaboussé quelques entraîneurs de football congolais la semaine dernière. La Fédération congolaise de football association a été obligée de servir d'exemple. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la FECOFA a suspendu près d'une dizaine d'entraîneurs impliqués dans ces systèmes de prédation sexuelle. Les personnes impliquées dans le scandale de pédophilie dans le football congolais ne resteront pas impunies. Ce point a été l'un des 6 à l'ordre du jour de la rencontre de ce lundi entre le ministère de Sport, la FECOFA et la Ligue nationale de football. Serge Condé tient un travail digne de foi de la commission d'enquête indépendante mise en place par la FECOFA. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les moyens qui seront mis à disposition de cette commission, de sorte que le travail se fasse sans faille. Il ressort de cette rencontre qu'en cas de culpabilité avérée, des sanctions sportives sévères soient prises à l'endroit de ces encadreurs. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne les moyens qui seront mis à disposition de cette commission, de sorte que le travail se fasse sans faille. Cette culpabilité va également s'étendre au niveau pénal, a fait savoir Belge Citoatala. Et l'autre partie, ça sera la partie judiciaire. Ceux qui seront reconnus coupables d'avoir commis des faits pénaux seront déférés devant les instances compétentes. Il s'est de noter qu'en attendant les conclusions de la commission mise en place, la FECOFA a déjà préventivement suspendu les 6 entraîneurs cités dans cette enquête extérieure. Une affaire donc à suivre. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Agression rwandaise, l'armée congolaise est passée à l'offensive à Nyiragongo au Nord Kivu. Sa force aérienne a engagé ses 2 avions des chasse Sukhoi 25 contre les positions stratégiques du M23. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC n'est pas en reste à la conférence sur le climat en Égypte. Plusieurs présidents membres de l'Est African Community ont pris part ce lundi à une réunion consultative quant à ce. La COP27 en Égypte se poursuit, mais le respect des engagements non tenus de pays pollueurs en vue de limiter les réchauffements climatiques et leur financement des dégâts causés par ces bouleversements en Afrique reste la majeure préoccupation. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.